Nadjar. Merci d'être avec nous en ce jeudi après-midi sur Radio J. On va ouvrir maintenant notre séquence médicale. Bonjour Serge Rafal. Bonjour Steve. On a le plaisir de vous retrouver, Serge, tous les jeudis pour Refoua. Et vous recevez aujourd'hui le docteur Jean-David Zetoun, auteur de la grande extension Histoire de la santé humaine, parue aux éditions de Noël. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous santé du jeudi. Pendant des milliers d'années, les humains vivaient en moyenne 30 ans. L'espérance de vie a commencé à augmenter en Occident autour de 1750 et on a quasiment triplé en 2 siècles et demi avant de marquer le pas récemment. C'est à cette formidable aventure que nous convie Jean-David Zetoun, docteur en épidémiologie clinique, diplômé de Sciences Po, dans son ouvrage au titre explicite « La grande extension, histoire de la santé humaine » chez De Noël. J'ai le plaisir et l'honneur de l'accueillir cet après-midi. Docteur Zetoun, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci de votre visite. Alors, nous n'allons évidemment pas résumer en 22 minutes une telle somme de travail, mais tâcher de comprendre les progrès en matière de santé, pas tous dus à la médecine d'ailleurs, qui ont été réalisés en aussi peu de temps à l'échelle de l'humanité, et en même temps les limites auxquelles nous nous heurtons à présent. Alors nous évoquerons les maladies chroniques qui ont explosé à la fin du XXe siècle, la stagnation, voire la régression de l'espérance de vie dans certaines franges de la population, en particulier aux États-Unis, et les causes de la pandémie qui nous paralyse depuis plus de 2 ans, dont nous imaginions, voulions penser être à l'abri, malgré plusieurs alertes, ça et là. Une question d'abord à propos de votre titre, la grande extension. C'est l'extension de l'espérance de vie, c'est l'extension de la santé, l'espérance de vie en bonne santé ou l'extension aussi des épidémies ? C'est surtout l'extension de la santé et en particulier l'extension de la longévité, c'est-à-dire de l'espérance de vie, qui est quand même un des indicateurs principaux de la santé quand on évalue la santé populationnelle. Alors, vous expliquez dans votre livre sur les déterminants que finalement la santé n'est déterminée qu'à 10 ou 20% par la médecine, car d'autres facteurs interviennent, en particulier facteurs de risque importants, qui sont les comportements et l'environnement. Oui, il y a 4 déterminants de la santé. Le premier, c'est la biologie, qui est notre constitution et essentiellement faite de la génétique. Et puis, il y en a 3 autres qui correspondent à ce qui nous arrive, l'environnement, ou à ce qu'on fait, le comportement. Et puis, le 4e, c'est les soins, la médecine. Et donc, on pense aujourd'hui que la médecine, c'est à peu près 10-20% de notre longévité. Alors, c'est des estimations, hein, ça se mesure pas directement. Mais clairement, la médecine ne détermine pas tout dans notre parcours existentiel de santé. Vous dites, les grands médecins savants, Hippocrate, Avicenne, Ambroise Paré, n'ont pas eu d'influence mesurable sur la santé humaine. Non, ils en ont probablement eu aucune. En tout cas, rien de statistiquement détectable. Ça n'empêche pas que beaucoup d'entre eux étaient des génies qui ont commencé par comprendre des choses vraies ou fausses, mais qui étaient toujours intelligentes. Mais la médecine a commencé à être réellement efficace à partir du XXe, voire du milieu du XXe siècle. Avant ça, en termes thérapeutiques, c'était très limité. Alors, vous expliquez, en fait, il y a 3 étapes successives. Alors, rendre l'environnement moins dangereux, donc essentiellement en réprimant l'infection, le développement des médicaments et la sophistication des systèmes de soins, et puis la croissance qui finalement a beaucoup aidé, mais rendu l'environnement toxique et qui est probablement responsable de l'émergence des maladies chroniques et de ce qu'on appelle les maladies émergentes, dont les pandémies. Oui, en gros, c'est ça. On pense que la première période au cours de laquelle la santé s'est améliorée, c'est une période qui court sur 200 ans à peu près, du milieu du 18e jusqu'au milieu du 20e. Et l'amélioration dans cette période est liée surtout, non pas à la médecine, mais à ce qu'on peut appeler la santé publique, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie. Et notamment la désinfection des villes, une meilleure alimentation et parfois la vaccination. Après, c'est la médecine et la pharmacie, à partir de l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui vont conditionner la poursuite du progrès au même rythme, c'est-à-dire à peu près 4 mois par an de capture d'espérance de vie. Et puis aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de savoir si on est rentré dans une nouvelle période plus incertaine, plus stagnante, voire même de régression, avec des nouveaux facteurs de risque autour de nous. La pandémie, c'est l'exemple symboliquement le plus choquant, mais bien avant ça, il y avait déjà un réservoir de maladies chroniques qui s'était mis en place et dont la fragilité a été montrée par le fait que le virus tape déjà là où ça fait mal.
Alors, les 3 causes de mortalité, longtemps, sont les microbes, la sous-nutrition et la violence légère. Oui, on pense que la majorité de l'histoire, donc au moins jusqu'au XVIIIe siècle, les causes les plus fréquentes de mortalité, c'était ces causes-là. Et effectivement, ces causes-là, au XXe siècle, elles ont été largement, quasiment oubliées, ou en tout cas dans les pays occidentaux qui ont la chance de les avoir mises de côté. C'est des causes qui étaient devenues minoritaires dans les causes de décès. Un Anglais, John Grant, l'inventeur de la démographie, et vous expliquez l'importance que ça peut avoir. Oui, Grant, c'était effectivement un Anglais qui a recueilli les bulletins paroissiaux de la ville de Londres pour essayer d'estimer le nombre de morts et la cause de mort. Et donc, il a à la fois inventé l'épidémiologie et la démographie, et il a observé principalement que les causes de mort étaient quasiment toujours les mêmes d'une année sur l'autre, sauf pendant les épidémies où il y avait des pics. Alors, il y avait souvent des épidémies à l'époque, on a oublié ça nous aussi. Et donc, il a montré ça, et c'était quelque chose auquel il s'attendait. Et à tel point que les causes régulières de mort, il appelait ça de façon ironique les maladies chroniques. Alors, c'était des maladies qui n'étaient pas du tout chroniques, on en mourrait très vite. Mais comme elles étaient tout le temps là, lui, il a appelé ça maladies chroniques. Oui, c'est ça. En fait, les maladies chroniques, c'est des maladies infectieuses aiguës. C'est ça. Voilà. Alors, la première étape, c'est 1750-1830. Et en fait, là, ce ne sont pas des mesures médicales, c'est des mesures de santé publique. Oui, c'est la santé publique qui commence à progresser. On nettoie les villes, on améliore un petit peu l'alimentation, et ça produit déjà un effet perceptible sur les statistiques, notamment par l'effet sur la mortalité infantile. Vous savez que les moyennes sont très influencées par les extrêmes, et donc quand on améliore la mortalité infantile, c'est une façon très très efficiente d'avoir un effet sur la moyenne, alors qu'on sauve seulement une minorité des enfants. Et donc ça se voyait sur la mortalité infantile et donc sur la longévité moyenne jusqu'à la révolution industrielle. Et à partir de la révolution industrielle, c'était peut-être votre question suivante, il va y avoir probablement une période de stagnation, voire de régression, parce que la révolution industrielle, au début, a été mauvaise pour la santé. Oui, on revient quasiment, on est chez Dickens. Oui, exactement. C'est ce qui est décrit par Dickens ou par toute une littérature. Alors, pourquoi c'est beaucoup décrit en Angleterre ? Parce que la révolution industrielle a commencé en Angleterre, et donc elle a été probablement plus dure en Angleterre que dans d'autres pays qui ont eu le temps d'améliorer les conditions de vie ou d'avoir une révolution industrielle moins révolutionnaire et donc moins dure pour leur population. Tous les pays n'ont pas souffert avec la même intensité de la révolution industrielle, mais il y avait une tendance générale. On a été aidé par la révolution haussmannienne, peut-être ? Alors oui, en tout cas, Haussmann avait en tête des principes de santé publique quand il concevait Paris, et notamment, il avait cette idée que les grands boulevards, ils devaient être grands parce qu'il fallait aérer les rues pour ne pas laisser circuler ce qu'on pensait encore être des miasmes à l'époque, alors qu'en fait, c'était plutôt évidemment les microbes le problème. Mais toujours est-il qu'il avait une idée sous-jacente dans la conception urbaine pour tenir compte de la santé des individus. Alors, on a cité Grant tout à l'heure. Il y a un autre nom qui est le papa ou le père de l'épidémiologie, John Snow. Et là, c'est vraiment très, très important parce qu'on est encore à la théorie des miasmes confortée par les mauvaises odeurs. Donc. Exactement. Les villes sentaient très mauvais jusque récemment. Donc, l'idée intuitive, c'était que la mauvaise santé venait de ces odeurs et donc des miasmes, c'est-à-dire des agents qui étaient atmosphériques. Et Snow, lui, pendant les épidémies de choléra londoniennes, trouvait que les gens, ils avaient quand même la diarrhée et que ça évoquait plutôt quelque chose qui passerait par la bouche que par les voies respiratoires. Et donc, il a étudié le choléra avec cette hypothèse et il a démontré que la transmission se faisait par l'eau, notamment en étudiant la cartographie de Londres et en montrant que les infections étaient concentrées dans un endroit où les gens s'alimentaient à la même pompe à eau, et en coupant la pompe, il a stoppé l'épidémie. Et donc, on considère souvent que c'est un des pères de l'épidémiologie. Alors, il n'a pas du tout été reconnu, les gens n'ont pas reconnu sa démonstration, il est mort très peu de temps après, sans aucune gratitude, mais il a quand même marqué l'histoire avec cette histoire de cartographie, même si en fait, on sait que c'était pas le premier, ça a été celui qui a été retenu par l'histoire. Vous expliquez que la théorie des germes succède à la théorie de la saleté, en fait. Alors, tout à l'heure, on disait quelques grands noms, qu'on pensait des grands noms et qui n'ont pas beaucoup aidé à la santé humaine. Par contre, quelques-uns là apparaissent et qui ont un rôle considérable.
Énormissime. Pasteur, Koch, Lister, c'est 3 personnes, un chimiste, un généraliste allemand de campagne et un chirurgien écossais qui vont démontrer la théorie des germes, chacun avec des méthodes différentes, mais ça va à peu près se passer au même moment. Et donc à la fin du 19e, clairement, la théorie des germes a à peu près remplacé la théorie des miasmes. On avait une affiche, les vieilles affiches de médecine, et les microbes, c'est l'ennemi. Oui, c'est ça, exactement. Il y a eu des campagnes de santé publique, ou plutôt de communication publique, pour que les gens comprennent ça. Et donc, on disait aux gens de ne plus cracher dans la rue, de mettre la main devant la bouche quand on toussait, parce qu'on avait compris que la plupart des maladies étaient véhiculées par des microbes. Un mot sur l'importance de Pasteur par rapport à la vaccination. Il la rend un peu plus rationnelle. Il a des travaux qui sont des travaux de portée, qui continuent à être d'actualité. Ah bah oui, non, mais son œuvre en général, c'est quelque chose qui est phénoménal. Après, c'est pas lui qui a inventé la vaccination. La vaccination, ça avait été inventé en 1796 par Jenner. Mais il invente le deuxième vaccin de l'histoire humaine, qui est d'ailleurs un vaccin thérapeutique, puisque c'est le vaccin contre la rage, c'est-à-dire c'est un vaccin qu'on peut administrer à des gens qui ont déjà été mordus par des animaux enragés pour éviter qu'ils ne développent la maladie. C'est pas un vaccin qui est totalement préventif. Ça a très bien marché. Et donc, c'est ce qui est le plus connu chez lui, mais ça, c'était à la fin de sa carrière. Et avant, il avait déjà démontré des tonnes d'autres choses qui étaient tout aussi importantes. Alors, à la fin du 19e siècle, vous dites les infections causent 30% des décès. À la fin du 20e siècle, c'est seulement 4%. Oui, quelques pourcents dans les pays les plus riches, effectivement. C'est minoritaire. Alors, l'ère des médicaments, l'ère des grands essais cliniques, ça aussi sont des dates importantes dans l'histoire de la médecine. Alors, les médicaments, ça existe depuis plus de 200 ans, mais le moment où l'industrie pharmaceutique se solidifie vraiment et commence à devenir très productive, avec un impact détectable de santé publique, c'est à peu près l'après-deuxième guerre mondiale. Parce que vous utilisez un anglicisme qui est explicite, qui sont les wonder drugs. Voilà, les médicaments formidables ou les médicaments miracles. C'est beaucoup de médicaments aujourd'hui qui continuent d'avoir un impact énorme sur notre vie et notre espérance de vie. C'est des médicaments qui ont été inventés à cette période, qui aujourd'hui sont tous génériqués et coûtent moins cher qu'un café, et qui ont une efficacité énorme dans plein de maladies qui sont encore utilisées partout dans le monde, dans les pays riches comme dans les pays pauvres. Alors, on a dedans les antibiotiques, il faut pas utiliser, et puis les vaccins dont on sait... Plein de vaccins, des corticoïdes, des antihypertenseurs, des antidépresseurs, enfin voilà, plein de médicaments encore très utiles ont été inventés pendant cette période. Alors, sur les génériques, là aussi, il y a une mauvaise image des génériques pour le public. C'est pas tout à fait la même chose que la molécule princeps, et vous dites, grâce au générique, on a pu soigner le monde entier quasiment. Ça a une image qui est encore controversée, mais je pense qu'elle est, j'espère, en majorité positive. Oui, bien sûr, les génériques, c'est un système qui est très clair, puisque quand l'industriel pharmaceutique a suffisamment profité de son brevet, le brevet tombe, et n'importe qui peut fabriquer le médicament quasiment à prix coûtant, ce qui permet de traiter massivement les gens, ce qui permet de faire des économies au système de soins, qui peuvent ensuite réinvestir eux-mêmes dans des médicaments plus chers. Sur les essais cliniques, Dr Zetoun, alors jusque-là, vous dites qu'il fallait seulement prouver leur sûreté, ça c'est depuis 1937, et vous dites, à présent, il faut démontrer leur efficacité. Oui, c'est depuis l'histoire de la thalidomide. La thalidomide, c'était un médicament qui était donné aux femmes enceintes pour limiter les nausées, et en fait, ça faisait faire des fausses couches ou ça déformait les bébés. Et ce médicament a été autorisé dans plusieurs dizaines de pays, mais pas aux États-Unis, les États-Unis ne l'ont pas laissé rentrer parce qu'ils trouvaient justement que le dossier était trop fragile. Mais par contre, ça a donné ce qu'on appelle un momentum politique, donc une opportunité au gouvernement Kennedy pour faire passer une loi qui rendait plus rigoureux les essais cliniques pour que ces essais cliniques ne démontrent pas seulement la sécurité des produits, mais aussi l'efficacité. Ce système des essais cliniques aujourd'hui, avec les fameux phase 1, phase 2, phase 3 que plein de gens ont découvert pendant la pandémie, c'est un système qui n'a pas changé depuis ce vote Kennedy de 1962. Et ça fait suite à la thalidomide. Donc c'est toujours quand il y a des problèmes que la régulation avance. Quand il n'y a pas de problème, ou quand on n'a pas un sentiment du problème, on ne pense pas à réguler le marché de la santé. Vous dites que c'est super important parce que l'essai clinique randomisé contre placebo, c'est devenu la norme pour la communauté scientifique. On a éliminé les médicaments qui étaient inefficaces. Oui, et finalement, les médicaments qui sont approuvés par la FDA le sont dans le monde entier avec une garantie de sécurité. C'est exactement ça. D'ailleurs, ça a été visible en temps réel dans le cas des vaccins. Les vaccins contre
contre le Covid-19. Ils ont été autorisés par la FDA en décembre 2020. Et puis, évidemment, un mois plus tard, tout le monde a dit pareil. C'était évident que dès lors que la FDA avait dit « ces vaccins sont sûrs », on n'allait pas dire qu'on pensait autre chose. Alors, un chapitre m'a passionné. Je crois qu'il a également passionné Steve. Oui, en effet, sur les femmes, qu'est-ce qui explique la plus grande longévité des femmes? Pourquoi profitent-elles finalement davantage de ce que vous appelez la grande extension? Alors d'abord, c'est un fait du XXe siècle. Au XIXe siècle, les femmes ne vivaient pas plus longtemps que les hommes. Elles vivaient même souvent moins longtemps parce qu'elles avaient une vie encore plus dure. Elles s'occupaient des enfants à la maison, elles étaient moins nourries, elles n'étaient pas prioritaires dans la fratrie. Quand une fille naissait, on la nourrissait moins bien qu'un garçon. Donc ça, c'est un fait du XXe siècle. Mais c'est vrai qu'au XXe siècle, les femmes vivent plus longtemps que les hommes en moyenne. En France, c'est 6 ans, ce qui pour une moyenne est énorme. Alors on pense que la différence entre les hommes et les femmes, elle est mixte, elle est un peu d'origine biologique. Elles ont une prédisposition à vivre plus longtemps. Et un peu d'origine socio-environnementale. Elles vivent une vie dans des conditions moins malsaines ou plus saines que les hommes. Donc c'est un peu moitié-moitié. C'est lié à leurs conditions de travail ? Alors non, c'est lié au fait qu'elles fument moins, elles boivent moins, elles mangent mieux, elles ont une vie qui est moins dangereuse, moins violente, elles se droguent moins. Donc tout ça, à la fin, ça produit, en France par exemple, 6 ans d'écart d'espérance de vie. Ce qui encore une fois est beaucoup. 5 ans aux États-Unis, on l'apprend, et elle meurt en fait plus jeune. La moyenne d'âge, c'est 81 ans pour l'espérance de vie pour les dames, alors que c'est près de 85, 86 en France. Ah oui, aux États-Unis, l'espérance de vie moyenne des hommes comme des femmes est très mauvaise. C'est les avant-derniers de l'OCDE, alors que c'est le pays qui, en proportion de son PIB, dépense de très très loin le plus d'argent pour la santé. Donc c'est vraiment le pays qui a tout raté. Principalement. Alors oui, c'est lié beaucoup à ça, puisque la santé ne se construit pas dans le cadre d'un système de soins, elle se construit dans la vie de tous les jours. Et effectivement, les facteurs qui expliquent que l'espérance de vie des Américains est aussi médiocre, ils sont multiples. L'obésité joue un rôle important. Il y a aussi, comme vous le savez, ce que le prix Nobel d'économie Angus Deaton a appelé les morts du désespoir, donc la drogue. L'alcool, les suicides. Il y a beaucoup plus de suicides aux États-Unis. Il y a eu 100 000 overdoses cette année par opioïdes. D'habitude, c'est 60-70. Cette année, ça a été 100 000. Donc, c'est un pays dont l'état de santé est un petit peu incontrôlable. En dehors, évidemment, des lieux ultra privilégiés que sont la Californie, New York et éventuellement la Floride. Mais même en Floride, c'est pas formidable. Vous isolez un groupe qui sont les blancs hispaniques d'âge moyen. Non hispaniques, non diplômés. Non hispaniques, non diplômés, ouais. Avec une mortalité qui est épouvantable, et ça a été identifié donc par les statistiques de la personne que je viens de citer. Et c'est effectivement, c'est un sous-groupe d'Américains qui se voit avoir une absence totale de perspective et qui investit plus dans la maladie que dans la santé. Donc c'est des gens qui se droguent plus, qui mangent moins bien, qui prennent de l'alcool ou qui prennent des opiacés de façon courante jusqu'à faire des overdoses volontaires ou involontaires. Ils ont vécu une diminution, ils se rendent compte qu'ils n'auront pas le niveau de vie pour eux ou pour leurs enfants. Et vous dites, par exemple, pour les populations noires, elles ne vivent pas ça, puisqu'elles ont toujours été maltraitées. On pense que les populations noires, c'est des théories de sociologie, mais on pense que les populations noires aux États-Unis ont été rendues plus résilientes par un passé plus dur et qu'elles ont l'impression que leurs conditions s'améliorent, alors que les populations blanches n'ont pas l'impression que leurs conditions vont s'améliorer, voire elles vivent le déclassement, notamment par la perte d'emploi dans certaines régions désindustrialisées, etc. Et donc, ce contraste des perceptions explique probablement le fait que les dynamiques sont inverses pour les populations blanches. Un facteur psychologique. Bien sûr. Alors, l'extension de la santé, vous dites, elle s'est poursuivie au XXe siècle, mais avec 3 bémols. C'est-à-dire que ça coûte énormément d'argent, et bien sûr, ça n'est pas infini. Et surtout, il faut dépenser plus pour gagner moins, en fait. Oui, il y a un rendement décroissant des dépenses de santé qui est quelque chose d'un petit peu inhérent. C'est un petit peu inévitable quand vous arrivez à 80 ou 82 ans d'espérance de vie moyenne pour une population. Aller gagner 1 an supplémentaire, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus cher que quand vous partez de 60 ans. Donc ça, c'est inhérent. Il n'empêche que il y a probablement du gaspillage dans à peu près tous les systèmes de soins, et c'est effectivement quelque chose qui préoccupe tous les États. Il n'y a pas un pays qui est content de ses dépenses de santé. Tous les pays ont peur que les dépenses de santé augmentent plus vite que la croissance économique. Alors, de nouveaux risques ont émergé, les risques comportementaux et environnementaux, avec l'émergence des maladies chroniques. Oui, exactement. Les maladies chroniques, aujourd'hui, c'est 75, voire 80% des causes de mortalité dans le monde, pas seulement dans les pays riches, mais aussi dans les pays pauvres ou dans les pays à revenus intermédiaires. Et ces maladies chroniques sont largement alimentées par les facteurs de risque environnementaux et comportementaux. Pour faire simple, les 2 pires dans le monde, c'est la pollution et l'obésité, clairement.
Et c'est des risques pour lesquels il n'y a pas de solution visible, l'obésité encore moins, mais la pollution, c'est quelque chose qui augmente en moyenne dans le monde. Ça baisse dans les pays riches, parce que ce sont des démocraties où les gens peuvent interpeller leurs dirigeants et donc s'indigner quand ils trouvent que c'est trop pollué. Donc il y a des mesures qui sont prises pour faire baisser la pollution. La France est moins polluée aujourd'hui si on prend la pollution de l'air qu'il y a 50 ans. Par contre, dans le monde, quand les pays se développent, au début, ça passe par un accroissement de la pollution. Et la pollution de l'air augmente dans le monde aujourd'hui. Alors, les infections émergentes, vous dites, ça tient à 3 facteurs, le microbe, l'hôte et puis l'environnement. Et en fait, après la Deuxième Guerre mondiale, avec les antibiotiques, avec les vaccins, on avait l'impression que le risque microbien n'existait plus. Alors oui, ça a été une croyance qui a été très répandue, y compris chez des prix Nobel de médecine qui étaient des spécialistes de l'infectiologie. Les gens ont été persuadés que la lutte contre les microbes était quelque chose qui était tendanciellement inarrêtable et qui allait se terminer avec une éradication du problème microbien. Et il y a des textes de gens qui disent il faut plus former des infectiologues, ça sert à rien, on saura pas quoi leur faire, il y aura plus de problème. Alors après, il y a le sida qui est apparu. Ça a calmé un petit peu tout le monde. Et puis après, il y a eu des infections émergentes plus importantes au XXIe siècle. Là, on est clairement en train de vivre la plus dure. Alors les pandémies, même les pandémies du XXIe siècle, vous dites on les a pas niées, mais on n'y a pas cru. C'était vraiment très très loin. Pourtant, c'était des alertes quand même qui pouvaient déjà laisser penser à quelque chose de grave. Statistiquement, c'était inédit qu'il y ait 3 pandémies en 11 ans au XXIe siècle. C'était quelque chose qui n'avait jamais existé. Donc c'était Zika, Chikungunya et H1N1. Il y avait eu Ebola qui était presque une pandémie. Et donc cette concentration de pandémies, c'est effectivement quelque chose qui est passé trop inaperçu. Depuis le Covid-19, je pense qu'il n'y a plus trop de déni. Vous dites ce ne sont pas des accidents naturels, elles ne doivent rien au hasard, elles sont humaines. Oui, parce que les virus sont surtout sur les surfaces animales. Quand les animaux sont sous pression, les virus se déplacent. Et comme, de façon générale, les humains ont tendance à détruire les habitats des animaux, les animaux se rapprochent de nous et ils nous transmettent leurs virus. C'est ce qui s'est passé pour toutes les pandémies de l'histoire. À chaque fois, il y a un animal au départ. Ebola, c'était un enfant qui jouait dans un pneu avec une chauve-souris. C'est comme ça que ça a commencé. Après, c'est devenu une épidémie dans une grande partie de l'Afrique. Et c'est sûrement le cas pour le Covid-19, même si on ne le sait pas. Alors vous dites la note optimiste, c'est que les sociétés, le monde entier a réussi à s'adapter. Vous dites peut-être se manifestera-t-il un mouvement sanitaire mondial ? En tout cas, il y a une possibilité, au moins techniquement, de retrouver du rendement dans nos dépenses de santé et d'essayer d'inverser certaines tendances qui sont des tendances toxiques pour l'ensemble de l'humanité. C'est une possibilité. On a su le faire pour le virus. Il y a d'autres défis. Alors vous dites viser l'extension de la santé plutôt que l'extension de la durée de vie. Oui, c'est une idée qui est complètement banale, mais effectivement, le but n'est pas forcément de vivre le plus longtemps possible, mais le mieux possible. Il se trouve qu'en général, quand on vit le mieux possible, ça finit aussi par se traduire par une durée de vie qui est plus longue. Voilà, je rappelle le titre de votre livre, La Grande Extension, Histoire de la santé humaine. Docteur Zetoun, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci.